Entre le Gard et la Lozère, une chaîne de montagnes aux vallées enfoncées, recouvertes de chênes verts. Les Cévennes, aujourd'hui en partie protégées par un statut de parc national, n'ont pas toujours présenté ce paysage boisé. Derrière un air sauvage et reculé, les Cévennes cachent une histoire en fait assez singulière. Au XIXe siècle, la culture généralisée du mûrier pour produire de la soie, puis l'exploitation systématique du charbon ont littéralement transformé les montagnes et la vie des habitants. Alors aujourd'hui, la nature a repris ses droits, mais ensemble, à la manière des archéologues, nous allons déterrer ce passé industriel, dissimulé un peu partout dans ce paysage. Dans cette partie du Massif central, le châtaignier régnait en maître. Les Cévenols l'appelaient l'arbre à pain. Mais au XVIIIe siècle, les montagnes changent d'aspect. On plante alors massivement celui que l'on surnomme l'arbre d'or, le mûrier, qui nourrit les vers à soie. C'est le bombix qui, au stade de la chenille, produit la précieuse fibre. Sa bave, abondante, se durcit pour devenir du fil de soie. Dans quelques rares vallées cévenoles subsiste encore la culture du mûrier, qui permettait la production de soie, la sériciculture. Au XIXe siècle sont apparues les magnaneries, des bâtisses où l'on élève les vers à soie. Daniel Travier est le fondateur, conservateur et directeur du musée des vallées cévenoles. Dans cette campagne, vous voyez les éléments qui montrent que les grands changements liés à la soie sont passés par là. Totalement. On a même un beau témoignage architectural. Dans ce sens qu'on voit qu'il y a plusieurs corps de maisons, ce qui montre qu'il y a eu une progression dans le temps, parce qu'on avait besoin davantage d'espace pour éduquer les vers à soie et qu'on les a construits. Alors si on fait une petite lecture très rapide, et on construit un premier bâtiment qui correspond à un besoin avec une magnanerie en haut. On voit les deux petites fenêtres avec des volets intérieurs qui correspondent à une magnanerie qui était modeste dans un premier temps. Et puis ça fonctionne, ça marche, on plante des mûriers, on construit le bâti qui est à côté. Alors au passage, on se fait un appartement qui est un peu plus confortable, et qui est un peu plus vaste. Et il y a deux niveaux de magnanerie, on voit les petites fenêtres sous le toit. Et derrière, on a certainement encore une autre qui montre cet investissement dans la magnanerie. Ce changement de paysage, il s'est fait en combien d'années, en combien de décennies, on a une idée? Le passage du tout châtaignier à cette présence forte du mûrier, ça a commencé au tout début du XVIIIe, mais ça s'est intensifié à partir de 1740. Et on a fini de planter des mûriers autour de 1850-1860. Et ça correspond à l'âge d'or. Donc ça fait un siècle à peu près de transformation intense. Daniel, le cyprès au milieu de la parcelle, il a une raison d'être particulière? Ah oui, il a une raison d'être très forte même. C'est un symbole. Il est là, il marque les sépultures des habitants de ce mas. Dans les Cévennes protestantes, cette religion ayant été interdite entre 1685, révocation de l'édit de Nantes, et 1789, Révolution française, plus d'un siècle, eh bien, les protestants ne pouvaient pas être enterrés dans les cimetières catholiques, puisque comme c'est interdit, il n'y avait pas de cimetière protestant. Et donc, on ensevelissait les morts dans le mas, quelquefois à l'intérieur même, dans une cave, et souvent, le plus souvent, à l'extérieur, et on marquait la sépulture d'un cyprès. Et ça a perduré au XIXe siècle, alors qu'on a imaginé dans les villes des cimetières protestants, dans les campagnes, on est resté sur cette tradition très forte, et qui perdure aujourd'hui. Et aujourd'hui, les Cévenols y sont extrêmement attachés. Le fait qu'on soit en terre protestante ici, est-ce que ça a joué un rôle dans l'ampleur du phénomène autour de la soie, de cette activité? La religion protestante a introduit, entre autres, la notion que la réussite matérielle est une bénédiction de Dieu. Ce qui n'était pas tout à fait le cas dans le catholicisme médiéval. Donc, c'est pas mal
de réussir, de gagner de l'argent, à condition de le gagner honnêtement. Au contraire, c'est une preuve de bénédiction sur la famille. Ça favorise l'esprit d'entreprise. Ça favorise totalement. Totalement. Et à tous les niveaux, du paysan au bourgeois qui a quelque argent, qui va investir dans la filature, et puis de la filature dans la banque, et etc., qui va faire ces dynasties d'industriels banquiers protestants. L'arrivée de l'industrie de la soie fait passer la société Cévenol d'une activité rurale à l'économie de marché. L'enrichissement des nombreux entrepreneurs a laissé des traces, comme ici à Saint-Jean-du-Gard, où 21 filatures ont modifié le paysage urbain des vallées. On appelait cette bâtisse la Maison Rouge, mais son histoire commence bien avant sa construction, en 1838. Le 14e novembre 1786, et c'est un document qui est censé illustrer, éclairer un conflit? C'est un conflit. On a un propriétaire qui, dans la folie de la plantation de mûriers de l'époque, va planter des mûriers dans le cours même de la rivière. Or, les torrents Cévenol, les crues sont considérables. Donc, il faut les protéger, sinon ils ne font pas une saison, ces mûriers. Et donc, il protège sa plantation en construisant un mur de protection, un épi. Sauf que cet épi protège ses mûriers, mais renvoie l'eau sur la rive droite et a tendance à attaquer les plantations de la rive droite. Parce qu'on voit aussi que la rive droite est totalement plantée en mûrier. Et donc, il y a un procès entre la rive droite et la rive gauche. Évidemment, il ne pouvait en être autrement, M. Moline perd son procès. Il doit casser son mur et supprimer ses plantations. Et donc, il va se reconvertir et il va construire la première filature à caractère industriel, c'est-à-dire l'usage de la vapeur. Et son petit-fils va encore aller plus loin. Il va construire la Maison Rouge. Ah, c'est un atelier immense. Il y avait combien d'ouvriers qui travaillaient ici? Il y avait 150 femmes qui travaillaient là. Il y a des machines, il y a de la vapeur. Alors, il y a 2 rangées de bassines avec alimentées par de la vapeur pour rester à 90 degrés. Et derrière ces bassines, il y a les femmes qui sont droites, qui travaillent, qui tirent la soie des cocons. La soie va s'enrouler derrière elle. Il y a des guindres, des aspes qui sont derrière les fileuses. Et d'ailleurs, on dit les femmes ont toujours le travail qu'il leur reste à faire devant elles. Et puis la soie s'enroule derrière et après, elles ne la voient plus. Ça part, c'est bon pour les bourgeois, etc. Alors j'ai bien compris que ça a eu une ampleur très importante ici, cette activité. Mais comment elle a commencé historiquement? On entend parler pour la première fois du tirage de la soie en France, dans les Cévennes justement, et en Anduze à la fin du XIIIe siècle. C'est une activité qui va rester un peu marginale, au moins dans les Cévennes, jusqu'au XVIIIe siècle. Et puis là, 1709, il y a une gelée extraordinaire, le châtaignier est gelé, la châtaigneraie est gelée. Avec ce gel, plus de châtaignes, donc c'était un peu compliqué. Un châtaignier met 20 à 25 ans pour produire. En revanche, le mûrier, au bout de 3-4 ans, produit de la feuille. Et comme on avait déjà marginalement, qu'on faisait de la soie, qu'il y avait déjà des ateliers et qu'on savait ce qu'était le mûrier, donc tous les propriétaires, grands ou petits, se sont mis à planter du mûrier et automatiquement on a du mûrier, donc il faut des magnaneries. On va construire des terrasses nouvelles, on va modifier, construire des aménagements hydrauliques nouveaux pour irriguer ces plantations de mûrier. C'est une vraie révolution en termes de paysage, c'est-à-dire un vrai changement. Et donc, une méthode, une technique très artisanale jusqu'à la fin du XVIIIe siècle va devenir industrielle dans des grands ateliers comme Maison Rouge. Si l'âge d'or de la soie appartient au passé, le mûrier n'a pas entièrement disparu des paysages cévenols.
Michel Costa, passionné par le bombix du mûrier, travaille avec l'ONU pour développer la sériciculture en Inde et à Madagascar. Avec ses mûriers, il entretient un élevage de vers à soie et approvisionne en cocon les ateliers pédagogiques des écoles de la région. Alors là, on prend les feuilles du haut de la tige parce qu'on a des vers qui sont jeunes encore, donc il faut de la feuille tendre. D'accord. Et donc du coup, je prends la troisième, voilà, la troisième et la quatrième ouais. à peu près, entre la deuxième et la quatrième. Et le mûrier, c'est une essence qui est présente naturellement ici ou qui a été introduite? C'est un arbre qui a été introduit d'abord par les Romains il y a plus de 2000 ans, Ouais. et qui venait de Perse, et ensuite par les Grecs et les Italiens en provenance de Chine au Moyen-Âge. Et ce sont des feuilles qui ont des valeurs nutritives particulières? Oui, c'est un arbre qui est très riche en protéines, essentiellement, puisque la source de la protéine. Ah oui, il faut alimenter la machine. Et si on ne donne pas donc, une feuille, un aliment riche en protéines, le vers à soie ne peut pas faire de coco. Tiens, il y a un concurrent. Ah ouais. Il en mange lui? Oui, il mange la feuille. Et donc je lui fais quoi? Je lui fais rien? Je le laisse partir? Oui, ça va. Il a le droit de vivre aussi. Michel peut passer jusqu'à 4 heures par jour à récolter des feuilles pour alimenter son élevage. Le cycle de vie du ver est adapté à celui du végétal. En dormance l'hiver, la jeune larve sort de l'œuf quand le mûrier recommence à pousser et le festin commence. C'est ça Michel, c'est un mûrier aussi? Oui, c'est une autre variété de mûrier qui fait comme les autres mûriers des mûres, que les sangliers adorent, les oiseaux, et avec lesquels on fait de la confiture. Ça se mange ça? On va pouvoir goûter, oui, je vous la ferai goûter. C'est bon. Ouais, c'est bon. C'est tout sucré. Et où sont les fauves alors? Alors les fauves sont pas loin, ils sont là. Chaque caisse contient une souche de vers à soie différente. Il y a au total une vingtaine de souches. Et concrètement, donc, on prend la feuille. On les couvre? Et on les couvre. On voit qu'ils s'agitent. Ah oui, ils sentent l'odeur du mûrier. Et en fait, comment se passe le cycle de vie du ver? Donc, entre la naissance et le stade cocon, il se passe à peu près 4 semaines. En 4 semaines, le ver à soie multiplie son poids initial par 10 000. 10 000? Par 10 000. Ah, mais c'est pour ça que c'est un gros mangeur. Un bébé de 4 kilos ferait, s'il suivait la même proportion, 40 tonnes? 40 tonnes, le poids de 8 éléphants. Au bout d'un mois, donc, le ver à soie il commence à filer, à cracher son fil de soie et s'enferme à l'intérieur du fil de soie, qui va mesurer 1,5 km à peu près. Une chenille fait 1 km de fil? 1,5 km de fil. Donc on étouffe, on passe les cocons dans un étouffoir à 100 ou à 120 degrés et on tue la chrysalide. Et lorsque la chrysalide est morte, on peut conserver les cocons jusqu'à la filature. Comment cette histoire s'est arrêtée industriellement? Pour quelle raison? Eh bien, elle s'est arrêtée à cause de la maladie, de la pébrine, qui tuait les vers à soie avant qu'ils fassent leur cocon. Et le seul pays qui n'a pas eu de maladie, c'est le Japon, parce que le Japon était fermé à tous les étrangers. Et à ce moment-là, on s'est mis à exporter d'abord des cocons. Le canal de Suez a bien aidé en 1870 à importer les cocons japonais en Europe. C'est ça que j'allais vous demander. Je croyais que le canal de Suez avait joué un rôle important. Un rôle très important. Ils ont acheté du matériel européen et ils se sont mis à faire du fil et ils sont devenus les premiers producteurs pendant 100 ans pratiquement. Ils ont inondé le marché mondial de la soie. La soie a représenté pendant presque 100 ans 40% des devises étrangères du Japon. C'était énorme. Sur la fortune du Japon, c'est bâti vraiment sur la soie. Ah mais en fait, ça boulotte à une vitesse invraisemblable. Hein. Ça marche très vite. Allez-y. Merci. C'est marrant, ça renvoie à du pruneau.
Un goût un petit En peu, goût, oui, ouais. oui, parce que c'est cuit. Une fois que Ouais. c'est cuit, effectivement, le goût évolue un petit peu par rapport à ce que vous avez goûté directement sur l'arbre. En perpétuant cette activité aujourd'hui, vous avez quel espoir? Celui de maintenir une tradition, un savoir-faire? Un savoir-faire, parce qu'après nous, il n'y a plus grand monde qui peut prendre le relais. Et exporter ce savoir-faire encore, donc transmettre ce savoir-faire dans des pays en développement. Madagascar, il y a un gros projet de développement de la soie sur les hauts plateaux. Ils ont des conditions très favorables. Ils ont des mûriers qui ont été importés au siècle dernier des Cévennes là-bas, qui ont bien prospéré. Ah, ils viennent de là-bas? Ah, ils viennent de Enfin, là-bas, ils viennent oui. d'ici, pardon. Ils viennent d'ici, ils sont allés là-bas et ils sont même retournés là-bas à l'état sauvage. C'est-à-dire que vous avez des forêts de mûriers, des forêts sauvages de mûriers dont les ancêtres viennent des Cévennes. Donc le paysage cévenol, quelque part, a été exporté à Madagascar, ou un morceau, ou une partie au moins. Une petite partie, parce que le mûrier ici ne se développe pas à l'état sauvage, alors que là-bas, oui. À la grande époque, la sériciculture et les filatures cévenoles avaient une réputation d'excellence. En 1999, dans la ville de Sumène, un entrepreneur décide de relancer la production de bas de soie appréciés par la haute couture. Serge Massal remet en route une vieille machine à tisser. La reine d'Angleterre attend ça. Un petit retour. Vos machines, elles sont incroyables, elles sortent d'où? Alors, ces machines ont été arrêtées depuis 1960. On a eu l'idée, parce que tous les matins au café, on rencontrait un monsieur qui avait travaillé sur ces machines, qui n'arrêtait pas de nous dire « Ah, vous fabriquez des collants, ce sont des sacs à patates. Rien ne vaut l'authentique bas couture. » Et je lui dis « Mais il n'y a plus de machines pour faire ces produits. » Il me dit « Détrompez-vous, il y a 2 machines à 20 km d'ici. » Nous les avons achetées et nous les avons ressuscitées, voilà, en les rentrant ici en 1999. Est-ce que vous pensez que la filière de la soie peut recommencer dans les Cévennes? Est-ce qu'il y a la place pour faire ça? Oui, je pense que il faut avoir, c'est une question de volonté, planter des mûriers, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Aujourd'hui, le marché pour la soie, c'est la haute couture. Donc, je pense que les grandes marques françaises haute couture seraient intéressées d'avoir pour une production de fil de soie origine France. Voilà, ça a été un savoir-faire propre aux Cévennes. 500 tonnes de tissage pour alimenter la haute couture française, c'est largement faisable. Difficile de raconter les paysages cévenols sans évoquer l'autre épopée industrielle de la région, l'exploitation minière. Ici, l'extraction du charbon commence à la fin du XVIIIe siècle. À l'origine, le combustible était transporté sur des sentiers à dos de mulet, ce qui limitait la production. Elle peut enfin se développer avec l'achèvement de la voie ferrée en 1840. Le charbon cévenol contribue aux efforts de guerre, puis à la reconstruction du pays. Une histoire industrielle qui prend fin dans les années 1980. Michel Viennin a répertorié le patrimoine industriel du Gard. Il est également conseiller scientifique au Parc national des Cévennes. Nous sommes au puits Ricard de la Grand-Combe, qui atteint 1000 mètres de profondeur. En haut du chevalement, une poulie permettait de remonter les cages chargées de charbon. Si l'activité minière dans les Cévennes a été aussi importante, j'imagine que ça a eu une incidence sur l'histoire de la région, mais aussi sur ses paysages.
Bien entendu, ce que vous voyez aujourd'hui autour de vous, vous ne l'auriez pas vu si vous étiez venu il y a 200 ans. Et concrètement, qu'est-ce qui a changé? Alors concrètement, vous voyez ici des pins et des robiniers qu'on appelle souvent des acacias. Eh bien, ce sont deux essences qui ont été introduites pour la mine. Le pin à partir de 1830 pour les bois de soutènement des galeries. Les acacias comme garnis, comme petit bois à placer derrière les gros bois pour retenir les cailloux de blocage. C'est du bois de chantier, en fait. À l'origine, ce sont des plantations de bois de chantier. Si vous étiez venu en 1800, ces versants étaient couverts de châtaigniers et de mûriers. Et donc le paysage a complètement changé en un siècle. Et le fond de la vallée qui ici apparaît comme plat, qui il y a encore 10 ou 15 ans portait 3 usines de traitement du charbon pour la transformation en produits commercialisables, en boulets par exemple, eh bien il n'était pas du tout une vallée plate comme ça. Nous avons une vallée en V avec un ruisseau coulant au fond. Sur ce ruisseau, on a bâti une voûte en pierre sur près d'1 kilomètre de longueur. Et sur cette voûte, on a comblé avec des produits provenant du fond de la mine de manière à former cette fosse pleine. Pour pouvoir utiliser un terrain plat, c'est ça Pour l'idée? pouvoir créer un terrain plat et installer les usines dessus. Et il y a d'autres vallées dans les Cévennes qui ont été modifiées de cette façon? Il y a une quarantaine de voûtes sur des vallées, sur l'ensemble du bassin minier et de sa périphérie. En particulier, vous avez surtout un site extraordinaire qui est celui de Vialas pour des mines de plomb argentifère que je vous conseille d'aller visiter. Dans le bourg de Vialas, pas de cité minière, mais les restes d'une fonderie qui a fourni un quart de la production française de plomb argentifère en 1847. Comme pour certaines filatures, la réhabilitation des bâtiments en ruine constitue un enjeu patrimonial. Mariette Émile est cofondatrice de l'association Le Filon des Anciens à Vialas. Et l'idée, c'est de réhabiliter entièrement le site? Ouais, c'est quoi le projet? Alors, de réhabiliter, non, parce qu'on ne pourra pas empêcher ce qui doit tomber de tomber. L'idée, c'est qu'on puisse faire découvrir aux visiteurs. Mais il y a aussi une histoire industrielle. C'est une histoire industrielle dont on n'a pas à rougir et qui a formé le village complètement. Je vais te montrer la voûte. Ça sonne comme un endroit mystérieux. Parce que c'est un des éléments remarquables, c'est tout à fait invisible. Tout à l'heure, le sol sur lequel on était, mais c'était pas du sol, regarde. Mais ça va jusqu'où, ça? Elle fait 100 mètres. Quand on a une usine, il faut quand même qu'on puisse accéder à l'usine. Et il n'y avait pas de terrain plat. Alors du coup, il a fallu construire cette voûte immense. C'est incroyable. Et ça, c'est un travail de titan. Comment tu as découvert le site, Mariette? C'est l'ancien institut de Vialas qui m'a amené ici. Enfin, C'est un coup de cœur. Hein, ouais, c'est un site qu'on ne devine pas de la route, on passe à côté, on voit rien. Et quand on arrive là et qu'on voit tout ça, c'est un vrai coup de cœur, quoi. Après, on est habité par le lieu, quoi. Je veux dire, c'est... L'architecture du bâtiment est quand même très bizarre. Qu'est-ce qui justifie une organisation pareille? Là, en fait, ces arches que tu vois, là, c'est une cheminée. Les fours sont en dessous et on voit des arches. Et au-dessus, il y avait un conduit qui aujourd'hui est effondré. Les deux conduits se rejoignent. Il y a les chambres même de condensation qui sont à l'intérieur. Et en fait, les fumées qui sont très toxiques sont évacuées le long de la montagne. C'est pour éviter d'empoisonner la vallée avec les fumées. La vallée, du moins les ouvriers, pour les garder un peu plus longtemps, on envoie la fumée chez les voisins. Voilà. Enfin, l'édifice en lui-même est juste impressionnant. Hein. Quand on est à Vialas, quand on est dans les alentours, on n'a pas du tout envie de se dire qu'on est une ville industrielle. Oui, ça ne correspond pas à l'image de marque. C'est pas l'image, voilà. L'image, c'est la nature, il s'agit de se dire qu'il n'y a eu que des paysans ici, qu'il n'y a pas eu de mineurs, qu'il n'y a pas eu de pollution. Voilà, tous ces termes-là, c'est tabou, quoi. C'est récent qu'on parle de patrimoine industriel et qu'on dise que c'est du patrimoine. Et de le voir comme quelque chose à sauvegarder, c'est très récent. Hein. Ce patrimoine industriel participe de l'identité cévenole. D'ailleurs, l'historien Philippe Joutard a écrit « La Cévenne, ce n'est pas seulement un paysage, si beau soit-il,
Ce n'est pas uniquement des forêts, des rivières, cette solitude austère. Son originalité est au-delà. Elle réside dans son histoire et son peuple.